Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour bande de cinéphiles que vous êtes, bienvenue donc dans ce nouveau Multifocus, l'épisode numéro 4. Je suis le Doc et pour cette nouvelle émission, je suis entouré par des co-animateurs de grand talent, s'il vous plaît. J'ai en face de moi Lia. Hello. En face de moi aussi, Monsieur Maïdo. Salut. Et juste à côté de moi, j'ai Monsieur Didi. La voix. Comme on l'appelle. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau numéro. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre un peu partout. Et puis, bien donc ce nouveau numéro, on est très excités parce qu'on a beaucoup de contenu dans ce multifocus, puisque le thème c'est Sherlock Holmes. Oui. Sherlock Holmes et ses différentes adaptations au travers du temps, de l'univers et ainsi de suite. Donc, on va tout de suite attaquer par le sommaire. Premièrement, déjà, on va faire donc nos attentes ciné-télé. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ensuite, on aura une petite biographie de Monsieur Conan Doyle, l'auteur, bien évidemment, de Sherlock Holmes. Ensuite, Maïdo va nous faire une petite chronique qui va s'appeler La théorie du Maïdo. Hey. Nouvelle chronique, on va bien écouter ça attentivement. Je compte sur vous. Hein. Ensuite, je vous parlerai de Iron Holmes et Sherlock Holmes. Alors, sous ce titre un petit peu mystérieux, en fait, c'est les différents films longs métrages qui ont été faits dernièrement, ces 10 dernières années, sur Sherlock Holmes. Puis il y aura Didi qui nous parlera donc de I Am Sherlock, donc de la série de la BBC, Sherlock. Oui, les Anglais font des trucs parfois. Voilà, et des trucs pas trop mal. Regarde ça pour plus tard. Et on aura Lia par la suite qui nous parlera de Elementary. Exact. Voilà, la version US. C'est ça. Ensuite, on aura une nouvelle petite rubrique qu'on appelait l'anecdote. Donc je vous parlerai d'une petite anecdote sur le thème. Voilà, on découvrira tout ça. Et puis, bien évidemment, les liens et ouvertures, comme d'habitude, et la petite promo réseau social. Voilà, donc vous voyez, on a un régime bien chargé, un programme bien chargé qui nous attend. Donc on attaque tout de suite par les attentes ciné-télé. Alors les attentes ciné-télé. On va commencer par Maïdo. Bah allez, on y va. On t'écoute. Je vais vous parler de Message from the King. Excusez-moi pour mon anglais. Oh bah ça allait pour une fois. Ah, attends. C'était compréhensible. Ah non, Bon, c'est top. cool. Donc c'est un film qui sort le 10 mai, c'est un thriller américain. Du réalisateur belge Fabrice Jewels. Moins bien. J'ai essayé. Donc il est belge. Hein. Ouais, donc voilà, il est belge. Repeat after me. Avec comme acteur Chadwick Boseman, et qui est Black Panther dans la saga Avengers. Il y a aussi Luke Evans, Teresa Palmer, Alfred Molina. C'est une sombre histoire de vengeance d'un homme venu tout droit d'un ghetto d'Afrique. Il est en colère et il va très vite devenir dangereux pour ses ennemis. Petit synopsis vite fait. Il est venu une semaine à Los Angeles pour retrouver sa sœur et Jacob King, originaire de Cape Town, apprend au bout de 24 heures que sa sœur est morte dans des circonstances étranges. Donc voilà. Baston, mafia, drame, sang, larmes. Allez-y. Super, merci Maïdo. Effectivement, ça donne envie. Ouais, Bon. c'est bien vendu. Merci beaucoup. Didi, de quoi nous parles-tu? Et ben moi je vais continuer à parler de musique par contre, hein, comme d'habitude. Et donc je vais vous parler de Django. Ouais. Le film donc qui sort, alors non pas en rapport avec le dernier Tarantino, hein, Django Unchained, mais bien un film qui va parler donc de Django Reinhardt. Le joueur de guitare même un peu hipster, puisqu'il a été Guitar Hero avant que Guitar Hero soit quelque chose. Voilà, donc donc le biopic en fait va surtout revenir sur une partie de sa vie qui finalement est peu documentée.
et c'est sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Sachant que Django Reinhardt est Tzigan, donc il y a quand même un enjeu pour lui. Il s'est passé effectivement beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on a finalement pas beaucoup de documents. C'est que il a essayé de se faire plutôt discret à cette époque-là. Il y avait intérêt. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début le choix m'a un petit peu semblé pas facile, mais la période nazie dans le cinéma, c'est un peu vu et revu, quoi. Donc on a un petit peu tout et n'importe quoi. Après, c'est vrai que c'est quand même une époque qui peut être importante, surtout à l'heure actuelle où on est en train de reconnaître donc le génocide Tzigan pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça peut avoir une importance. Évidemment, après un biopic sur Django Reinhardt, ça manque. Donc clairement, c'est important. Il y en a pas eu. Alors j'ai essayé d'en trouver, j'ai pas mis la main dessus, mais je voulais pas m'avancer. Donc voilà. Et aussi important et très intéressant, c'est Reda Kateb qui tient le rôle principal. Donc c'est une petite star montante quand même du cinéma français. Et de ce qu'on en voit dans le trailer, apparemment, il s'est vraiment bien collé dans le rôle. Donc voilà. C'est pas rien en même temps comme Roland, c'est un rôle c'est dur à porter, quoi. Il s'est fait couper des doigts ou... Alors non, justement, c'est la seule chose qu'ils ont pas faite, c'est que donc il n'a pas la blessure qu'avait Django Reinhardt. Voilà. Mais le reste a l'air assez bien fait, assez sympa. Je pense que ça sera librement adapté aussi, quoi, mais c'est pas inintéressant. Voilà. Et ça sort le 26 avril. Cool. Super, merci. Voilà, le 26 avril, en même temps qu'un autre petit film d'auteur. Peut-être que vous en aurez entendu parler, mais il fallait quand même qu'on le mentionne. C'est Gardiens de la Galaxie numéro 2. Petit film d'auteur. Voilà, bon, très peu connu. Je sais que le trailer s'est un peu distribué sous le manteau. Il paraît. À la sortie des métros. Voilà, ouais. Avec la minute hormonale, Chris Pratt. Ainsi que d'autres acteurs et actrices de qualité. Oui. Voilà. Oui. Oui, quand même. Oui, quand même. Gamora, ça va. Bon, je dis rien, ma femme écoute, mais... Il y en a pour tous les goûts, Exactement. Non, déjà que le premier était j'ai trouvé excellemment bien traité pour un comics, qui prenait pas le spectateur pour un neuneu non plus, et c'était quand même bien foutu. Moi, j'ai trouvé que c'était bien foutu. C'est un des meilleurs, pour moi, une des meilleures adaptations de comics entre les Avengers, Spider-Man, etc. J'ai trouvé que c'est celui que je revois le plus avec le plus d'enthousiasme et où je me dis je veux voir les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Il se démarque déjà visuellement des autres Avengers, etc. Il a sa patte à lui vraiment. Puis il était décalé, c'est vrai que au moins c'était agréable, quoi. Moi, c'est juste la musique qui me donne envie de le voir. C'est uniquement ça, par contre. Je dois la avouer BO que la BO est très, très géniale, donc... Et puis il y a un raton laveur. C'est vrai. Non, moi je suis désolée, c'est plus Groot. Ça s'appelle Groot. Bien. Merci Didi. Voilà. Pour ces 2 recommandations. Alors moi je vais vous recommander un film que j'attends avec impatience qui s'appelle Braquage à l'ancienne. Alors Braquage à l'ancienne, c'est un film de Zach Braff. Zach Braff, vous le connaissez, et c'est lui qui jouait JD dans Scrubs, série un peu parodique de Urgence. Et il a fait plusieurs films, déjà 2 films indépendants qui sont vraiment excellents. J'ai plus les noms bien évidemment en tête, mais mais si vous tapez Zach Braff, je pense sur internet vous allez trouver. Mais ces 2 films sont vraiment super sympas. Et là, Braquage à l'ancienne, c'est alors dans le casting, s'il vous plaît, il y a Monsieur Morgan Freeman, Monsieur Michael Caine, il y a Dieu et Alan Arkin. Alors ça sort le 3 mai et le pitch en 2 mots, c'est 3 octogénaires ou pas très loin, enfin 3 petits vieux en gros, donc Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin, qui sont copains et se retrouvent un peu sur la paille et floués par les banques, notamment, et par les fonds de pension, enfin par leur retraite est plus versée, enfin il y a une petite magouille comme ça, et ils se retrouvent un peu sans le sou. Et ils décident tout simplement de braquer une banque. Donc
c'est un peu comment braquer une banque en déambulateur ou pas loin. Voilà. J'ai vu la bande-annonce m'a donné vachement envie, ça fait un peu plus Hollywood que ces 2 films précédents qui étaient beaucoup plus films indépendants, style Little Miss Sunshine, etc. Mais je pense qu'on retrouve la patte de Zach Braff qui avait déjà réalisé quelques épisodes de Scrubs, donc avec un peu le même humour et puis avec des acteurs comme ça, ça peut ça peut être très très bon. Et la bande annonce est très drôle. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien vu. Donc voilà, je l'attends. Ça sort le 3 mai. Braquage à l'ancienne. Et donc Lia, nous t'écoutons pour ta recommandation. Exact. Un film qui sort sous peu puisque ça sort le 19 avril. Donc je pense que l'émission sera sortie alors que le film est donc déjà sorti. Donc il est dans les salles. Mais je m'en fous, il y a Jake Gyllenhaal. Ok. Voilà. Alors c'est Life, origine inconnue. Pour les amateurs d'Alien, ils se sont beaucoup basés dessus pour le faire, donc attention. Donc c'est à bord de la station de l'ISS. 6 membres d'équipage font l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité, la preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Sauf que cette vie, elle sera pas très très sympathique. Ou pas, on ne sait pas. C'est bizarre. On ne sait pas, voilà. Mais bon, on sait qu'ils se sont basés sur Alien, voilà quoi. Donc, Jake Gyllenhaal, bien sûr, qui a fait Donnie Darko, Everest, Prisonnier, Zodiac, Jared, et d'autres. Ryan Reynolds. Deadpool. Voilà. Sécurité rapprochée. Mais aussi Green Lantern. Oui, c'est ça. Ne l'oublions pas. On le dit ou pas? Le fameux. Rebecca Ferguson qui a joué dans Mission Impossible. Mais aussi The White Queen, une série que je conseille fortement pour les gens qui aiment beaucoup la période de la Renaissance Merci. Et dans La fille du train, un film beaucoup plus récent, qui est très bien aussi. C'est réalisé par Daniel Espinosa, qui a fait Sécurité rapprochée. Bah tiens donc. Voilà. Pas le film, donc c'est le film avec Ryan Reynolds. Et je crois que c'est Denzel Washington ou voilà. Non mais c'est ça, il s'aime bien. Et Easy Money et Enfant 44, il a fait relativement, je crois qu'il a fait que ces trois longs métrages. Okay. Donc voilà, il faut savoir que pour faire ce film, quand même, ils ont fait appel à beaucoup de scientifiques, de médecins et des exobiologistes pour réaliser et l'ISS, pardon. l'ISS, ils vont jouer. C'est autre chose. Ça arrive bientôt. Ça arrive pardon. Mais aussi pour les principes biologiques, pour que l'espèce de vie soit authentique, soit biologiquement possible, enfin, acceptable. Voilà. Ok. Donc voilà, petit SF tranquille. Je vous invite. Intéressant. Merci beaucoup. Voilà donc toutes nos recommandations pour ce mois-ci. Et puis même si vous écoutez l'émission en podcast 2 ans après, vous pourrez les trouver bien évidemment sur les Netflix et autres si ça existe encore. Alors on passe tout de suite. On attaque le gros morceau, mes enfants. C'est parti pour Sherlock Holmes. Alors on va commencer tout de suite par la biographie de Monsieur Conan Doyle. Exact. Alors, Monsieur Arthur Conan Doyle, qui est né en 1859, en Écosse. Il vient d'une famille catholique d'origine normande, qui descendait des ducs de Bretagne. Donc français, hein, attention. S'il vous plaît. Alors, il commence à écrire en parallèle de ses études de médecine pour gagner de l'argent. Ses premières nouvelles sortent avant même qu'il ait 20 ans au Chambers Edinburgh Journal. Je suis désolée, je pense que c'est pas du tout la bonne prononciation. Non mais il y en a plein en plus, je me suis concentrée sur d'autres, mais voilà. Bref. Donc, à travers ses études, en parallèle à ses études, il écrit ses histoires pour gagner de l'argent. Il faut savoir qu'il va ouvrir d'abord un cabinet médical en 1882, mais ça marche pas du tout. Du coup, forcément, il va écrire. C'est là que sort Une étude en rouge, dans le Beaton's Christmas Annual, en 1887. J'ai pas arrivé avec les chiffres, hein. Si tu mets pas là, d'habitude c'est Monsieur Chiffre. Non, mais c'est ça, c'est pas moi normalement. C'est Jack Gyllenhaal qui t'a... Oui, c'est ça, je me remets. En 91, il ouvre après s'être formé à l'ophtalmologie, il ouvre un cabinet.
Et il écrit dans son autobiographie qu'il n'y aura pas un seul patient qui va franchir son seuil. C'est dire comme c'est un grand médecin. Donc forcément, il continue à publier des histoires de Sherlock Holmes, qui marchent déjà très très fort. En 1893, il en a marre, il tue Sherlock Holmes, parce qu'il dit que ça le détourne ça lui détourne l'esprit des meilleures choses. C'est une lettre qu'il a envoyée à sa mère, ce sont ses mots exacts. Parce qu'en fait, lui, sa priorité, c'était ses romans historiques. C'est son histoire descendant de duc de Bretagne l'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, qui aime beaucoup toutes ces choses, et donc il écrit ça à côté. Sherlock Holmes, finalement, ce n'est que pour gagner de l'argent. C'est son passe-temps, quoi. Voilà, c'est surtout financier. Oui. Ouais. Donc après l'avoir tué en 93, sous la pression des lecteurs, et puis toujours pour malheureusement des raisons financières, Le Chien de Baskerville sort en 1901 avec la renaissance de Sherlock Holmes, et il continue en 1903 La Maison Vide. Et au total, finalement, sur toute sa carrière, Sherlock Holmes apparaît dans 56 nouvelles et 4 romans de Conan Doyle. C'est énorme, mais il faut savoir que, hors Sherlock Holmes, Conan Doyle a écrit 23 romans et plus de 152 nouvelles et contes qui ne sont pas du tout liés à Sherlock. Oui, donc pour un passe-temps, pour un gagne sous, ça va quand même. C'est ça. Ouais. Il a eu une vie assez longue puisqu'il est mort à 71 ans en 1930. Donc finalement, au niveau de son œuvre d'écrivain, il aura écrit énormément de choses, et la seule chose qu'on se retient de lui, ça va être Sherlock Holmes, qui était uniquement une création alimentaire. C'est totalement ironique. Alimentaire, mon cher Watson. Ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Ça n'est jamais sorti sur les livres, ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc finalement, c'est hyper triste, le pauvre. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses, et on ne retiendra que ça. Ce qui est déjà quand même. Oui, c'est énorme, bien. c'est énorme. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait à côté, parce que il a eu une vie extrêmement complète, mais il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il a été politicien, il a été médecin, accessoirement. Il a été sportif, il a même été enquêteur. Enfin, ce mec a été énormissime. Il a fait tellement de choses, c'est vraiment... Et on retient que Sherlock Holmes. C'est génial, mais c'est triste. Ouais. Qui reste quand même énorme, Sherlock Holmes. Qui reste énorme, voilà. je rejoins, je suis tout à fait d'accord, mais bon. Et qui se lit très bien, même encore maintenant. Pour avoir lu pour l'émission, je confirme que ça se lit excessivement bien et très très facilement. Pardon. Parfait, merci Lia. Avec plaisir. Pour cette petite précision biographique. Maintenant, on va passer à la nouvelle rubrique de Monsieur Maïdo, la théorie du Maïdo. Il y a toujours eu des fantasmes autour du personnage de Sherlock Holmes. Certains pensent même qu'il a réellement existé. Il est devenu au fil des années la référence du détective. On retrouve un peu de lui dès qu'une enquête pointe le bout de son nez. Il est repris à toutes les sauces, romans, séries, films, animations. Sherlock est partout, mais surtout à travers l'espace et le temps. On ose et on aime le ramener d'outre-tombe pour le voir se confronter à la réalité de notre époque, et parfois même à plus loin dans le futur. Et j'ai une théorie. Ce qu'on sait des aventures de Sherlock débute dans l'Angleterre des années 1880. À la genèse du grand Sherlock Holmes, on nous décrit un homme mince, élégant, intelligent, solitaire, qui fume et qui se drogue même quelquefois. C'est un fin violoniste, et également un sportif qui pratique la boxe et l'escrime. À ce moment-là, il a la quarantaine. C'est un célibataire endurci qui a tantôt le visage de Basil Rathbone, tantôt celui de Peter Cushing, celui de Robert Stephens, ou celui de Robert Downey Jr. quand il s'agit de jouer au jeu d'ombre, pour contrecarrer le plan du docteur James Moriarty. Il mène de nombreuses enquêtes, devient célèbre et se voit même écrire sa biographie, ou du moins une partie, par son compagnon le docteur John Watson. Plus vieux, moins vif, peut-être un peu plus sénile, Monsieur Holmes prit les traits de Ian McKellen pour réouvrir une vieille affaire qui le préoccupait toujours. Mais avant tout ça, avant ses heures de gloire, rien. Aucune trace du détective. On ne sait pas précisément où il est né, on ne sait rien de son enfance ou de son adolescence, même si certains prétendent qu'en 1870, un jeune homme avec un étrange chapeau et se nommant Sherlock Holmes courait déjà après le secret des pyramides. Bref, bien plus tard, dans les années 90, c'est Shinichi Kudo, un jeune lycéen japonais qui devient célèbre pour sa capacité à résoudre des énigmes de la police comme personne. Ou plutôt si, comme un certain détective londonien. Et comme Holmes, il était consultant pour les affaires difficiles jusqu'au jour où il disparut sans laisser de traces, pour laisser sa place à un jeune homme nommé Conan Edogawa, le détective Conan. Coïncidence ? Je crois pas. Si on suit bien les traces de Sherlock, on pourrait même remonter facilement jusqu'à aujourd'hui.
Et ouais, à notre époque contemporaine. Allez voir, il a même un Twitter. Il est peut-être abonné à Multifocus, hein. C'est un accro des réseaux sociaux constamment sur son portable et il aime les histoires, les intrigues, donc sans doute le cinéma, alors pourquoi pas. Toujours à notre époque, mais aux États-Unis cette fois, on parle aussi de Sherlock. Tout juste sorti de Désintox et accompagné élémentaire de la belle et la chère Watson, une femme cette fois. Et demain, eh bien un message venu du futur nous dit qu'on ne parlera dans les journaux que des nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes au XXIe siècle. Une histoire de cryogénie ou de régénérescence cellulaire. Une lointaine petite fille l'inspecteur Lestrade, je crois, aurait cru voir Moriarty et aurait fait revenir son rival. Quelle bonne idée. C'est fou, hein? Mais j'ai plus fou. Si je vous dis Basile détective privé, ça sonne bien. Mais cette fois, Sherlock est une souris. Une souris détective. Voyez-vous ça? Quoique, ce n'est pas une première. Déjà en 1984, Sherlock se trimballait dans un corps de renard. Entre l'Italie et le Japon, il a connu un certain Miyazaki. L'anthropomorphie, apparemment, se le connaissait. Alors, voyageur du temps, réincarnation, la question reste entière. Sherlock a eu apparemment de nombreuses vies, également de nombreuses disparitions. Il a l'art de se travestir et de devenir qui il souhaite. On a souvent parlé de sa matrice virtuelle. Vous savez, ce temple qu'il s'est fabriqué dans sa tête, là où tous les indices, où chaque détail est compartimenté. C'est ce qui ferait de lui le détective incroyable, avec un esprit de déduction hors du commun. Et si cette matrice virtuelle, qui sonne quand même très science-fiction, était en fait une machine qui lui permettrait de se balader à sa guise dans le passé, le futur et le présent. Ce qui lui donnerait la faculté de voir à l'avance ou de revenir sur des enquêtes avec un atout que personne n'avait jusqu'ici. L'omniscience. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Qui sait, Sherlock est peut-être encore en train de résoudre une enquête au moment où je parle. Ce qui est sûr, c'est que le mythe de Sherlock Holmes a fascine et fascinera pour longtemps. Merci Maïdo. Ah, je voulais vous raconter une petite histoire. Ça nous laisse sans voix. Très beau texte. Ouais. Alors effectivement. J'ai bafouillé vite fait. On te pardonne. T'as retracé quand même beaucoup d'histoires, ouais. Bah, j'ai essayé de faire, de faire concis, mais de retracer les choses les plus importantes dans les adaptations qu'il y a eu ici et là. Exact. Et ben écoute, on va de toute façon revenir sur les dernières adaptations, justement. Justement, moi je vais vous parler des 3 films qui sont sortis ces quelques 10 dernières années sur l'adaptation de Monsieur Sherlock Holmes. Alors, moi je vais vous parler donc des 2 adaptations déjà avec Robert Downey Jr. et Jude Law dans les rôles respectifs de Sherlock Holmes et John Watson. Donc il y a eu déjà un premier film qui s'appelait juste simplement sobrement Sherlock Holmes, qui est sorti en février 2010. Les 2 films ont été réalisés par Guy Ritchie, qui avait notamment fait Rock'n'Rolla, entre autres, Snatch, ce genre de film, plus des clips. Arnaque, crime et botanique. Merci beaucoup. Tu connais bien, hein. Et puis, c'est ton copain, toi. Ça se voit. J'adore. Et puis, il avait fait aussi, me semble-t-il, des clips pour Madonna. Également, puisqu'il a été son mari. Oui, petit ami, j'allais dire, mais oui. Un peu plus. Plus que ça, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Bref. On n'est pas là pour parler de Guy Ritchie, quoique. Donc il y a eu un 2e film également qui s'appelait Sherlock Holmes 2, Jeu d'ombre, toujours avec les mêmes acteurs dans les 2 rôles principaux. Les 2 histoires se suivent un peu parce que la fin de la première donne le début de la seconde. Hein. On se doute bien, il y a un côté jeu de domino, et j'ai entendu une rumeur qui disait que le 3e était en préparation. C'est vrai ? Eh ben oui, figurez-vous, voilà. Inattendu. Oh on s'y attendait pas. Jamais. Donc, je vais vous faire rapido le pitch des 2 films, mais alors vraiment super rapido. Donc, il y a eu une série de meurtres pour le premier, une série de meurtres ensanglantés à Londres. Holmes et Watson se réussissent à intercepter le coupable, quasiment au début du film, qui s'appelle Lord Blackwood. Mais à l'approche de son exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des morts pour exercer la plus terrible des vengeances. Mon Dieu. Panique dans la ville, etc. Scotland Yard ne sait plus où donner de la tête et demande à, bien évidemment, Mr. Holmes
Sherlock, qui vont, avec Monsieur Watson, se lancer dans la plus périlleuse des enquêtes. Le deuxième, il y a eu des meurtres d'un magnat du coton, etc. en Chine, un trafiquant d'opium. Il y a eu des meurtres un petit peu bizarres. Et puis, un petit peu partout dans le monde, apparemment sans lien apparent. Sauf que Sherlock Holmes a établi un lien entre tous ces crimes qui ont été perpétrés, et tous se rejoignent au professeur Moriarty. Bien évidemment, il apparaissait pas dans le premier film, donc allez, on le met dans le deuxième. Et après, il y a toute une histoire avec des tziganes, etc. Je vous la fais courte. Des plans dans la forêt. Voilà, des plans dans la forêt, on va y revenir. Viens dans ma roulette. Voilà. Donc, si vous les avez pas vus, tout de suite, je vais vous les conseiller. Parce que ce sont quand même de bons films de divertissement. C'est pas du mauvais film, c'est pas du mauvais Hollywood tout pourri ou voilà, c'est quand même relativement bien réalisé. Il y a quand même des points positifs au film, même si pour moi c'est pas vraiment du Sherlock Holmes, mais bon, il y a quand même de toute façon une belle atmosphère, il y a des belles couleurs, la direction artistique a été quand même bien vue, des beaux plans, peut-être des fois un peu trop composités, avec voilà beaucoup de choses à l'image. Je trouve que c'est toujours bien pensé, tu vois. Ouais, je les ai revus il y a pas longtemps et je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui marche, qui te donne envie de regarder. Il y a toujours un truc à regarder, il y a toujours un truc intéressant, il y a un truc qui t'attire l'œil, il y a des couleurs qui t'attirent l'œil alors que c'est pas là où tu regarderais naturellement. Je trouve que c'est la photographie est hyper bien pensée. C'est plus esthétique que bien écrit, moi. Là-dessus, oui, bien sûr, je suis bien d'accord. sûr. Là-dessus, pour faire un petit résumé lapidaire. Voilà. Donc voilà, au niveau visuel, c'est vrai que il y a pas grand-chose à redire. Il y a également une belle relation entre Sherlock et Watson. Je trouve qu'ils ont bien su, alors que c'est en 2 films, donc de 2 heures chacun, bien sûr nous montrer cette amitié si particulière qu'il y a entre Sherlock et Watson, qui sont 2 personnes quasi opposées, mais qui ont une amitié indéfectible et vraiment très très intéressante dans leur manière de fonctionner. Et là, ça fonctionne très bien, et je pense que c'est aussi dû au casting. Le casting, j'ai trouvé qu'il était quand même bien foutu. T'as pas l'air d'accord, Didi. Didi est pas d'accord. Non, c'est le casting. Il est bien foutu. Non, mais c'est vrai, voilà. Robert Downey Jr. en Sherlock, il s'éclate, il est en mode déconne et en mode je me fais plaisir, et ça se sent. Et Jude Law fait un Watson très convaincant, finalement. On avait l'habitude d'avoir dans les autres séries, etc., d'avoir toujours une image d'un Watson un peu bedonnant, une petite moustache, un chapeau melon, et puis un espèce de petit gros un petit peu asthmatique qui court derrière Sherlock. Et là, même s'il claudique, même s'il il a sa canne, etc., mais même, bien que pas toujours, il y a des fois des trucs un petit peu incohérents, il se met à courir, puis après il se met à boiter, bref, bon. Il a quand même il apporte un second souffle au personnage de Watson qui est pas désagréable du tout, et surtout ça fonctionne vachement bien. Les méchants sont un petit peu légers, que ce soit le premier là, Blackwood ou Lord Blackwood ou Moriarty. Moriarty, moi, il m'avait convaincu quand même. Hein. Ouais, mais... Blackwood, je veux bien. Blackwood... mais... J'ai trouvé que Moriarty avait quand même peu de poids par rapport au vrai côté machiavélique qu'il y a dans les bouquins. Ouais. J'ai trouvé qu'il l'avait moins. Je sais pas, ça se sentait... Je le sentais moins, mais c'est vraiment un film, hein. C'est vraiment un film. Ça, après, c'est points de vue personnels. Il était malsain, je trouve, quand même. Ouais, mais c'est ça. Il y avait un côté génie malsain, mais vraiment génie aussi, que je trouve était, et puis vraiment opposite de Sherlock Holmes direct. Et je trouve que ça marchait. Moi, je trouve que ça marchait.
Ouais. Ça Après, marchait, mais ça marchait pas à fond. Enfin voilà, j'ai vu d'autres Moriarty dans d'autres films qui marchaient beaucoup mieux. Oui, voilà. on sait que tu es fan de Sherlock. Oui. Faut pas le dire. C'est ma partie. Alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis beaucoup de traits de Sherlock Holmes en filigrane. C'est-à-dire tout le côté bordélique, par exemple, de Sherlock Holmes est vraiment mis quand même en filigrane dans les deux films. La diction, ce genre de choses, voilà, des petits traits qui font le personnage du roman, ils sont mais à petites touches, pas en côté américain où il y en a un peu plus, je vous en mets une palette entière. Oui, il y a des travestis quand même qui est hyper poussé, quoi. Oui, mais il se travestit beaucoup dans les romans. Enfin, je veux dire, là, il se... Disons que les deux films jouent clairement sur un rapport presque, même carrément crypto-gay, en fait, entre les deux, quoi. Et sur la limite qu'il peut y avoir, en fait, là-dessus, sur, en gros, quand est-ce qu'il lui roule un palo, quoi, limite. Et c'est vrai qu'ils en jouent beaucoup, entre autres, donc, dans cette scène dans le 2, là, dans le train. Oui, dans le train. Où l'autre est déguisé en meuf, il est obligé de se jeter sur Jude Law, enfin, voilà, bon. Après, ça, c'était bien géré. Je trouve cette scène-là, par exemple, typiquement, elle était vraiment bien gérée. Elle se voulait drôle et ça ressortait, tu sentais. Puis en même temps, il y avait quand même de Jude Law un petit, un bon jeu d'acteur qui faisait, mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, je comprends. Surtout qu'il était marié à l'époque. Il est marié. Exact. Pour compléter justement ce que tu disais sur le casting, en fait, je trouve que Jude Law amène justement cette caution un petit peu british qu'il faut, comment dire, dans le rôle, que ça soit de Sherlock ou Watson, en fait, quoi. Un petit côté, justement, très british, très, un humour un petit peu pince en rire, ce genre de choses, voilà. Et, on sent aussi la patte de Guy Ritchie, qui est un petit peu anglais également, donc, un tout petit peu. Non, mais c'est vrai qu'il y a en plus pas mal d'humour anglais distillé sur tout le film, alors que c'est quand même un film américain. Donc, américano-britannique, mais quand même, il y a pas mal de touches américaines dans le côté, gros sabot. Mais au point de vue de l'humour anglais, je trouve que il y est quand même, ce côté anglais de Sherlock Holmes et de Conan Doyle est vachement bien manié, je trouve. Et puis, comme je vous disais, avec cette vision un petit peu comics de Sherlock Holmes, on passe un bon moment quand même. C'est divertissant, on s'ennuie pas. Mais peut-être qu'on en attendait plus. Et là, du coup, j'en arrive au point négatif, qui moi, personnellement, m'ont gêné. J'ai trouvé qu'il y avait un côté trop clip, trop speed dans le montage. Il y a vraiment des fois où c'est limite épileptique. Il y a pas un plan qui dure plus de 2 secondes et demie. Il y a vraiment des choses du montage qui sont beaucoup trop rapides. Et du coup, on n'a pas ce flegme anglais alors qu'on a l'humour anglais. Et là, c'est un petit peu gênant. En plus, il y a certaines scènes qui sont Zack Snyderesques, j'ai envie de dire, notamment la fameuse scène de la fusillade dans les bois dans le deuxième Sherlock Holmes, où là on est au summum de Zack Snyder et c'était l'époque. Mais du coup tu peux définir du coup le Zack Snyderesque. Alors le Zack Snyderesque, c'est-à-dire les ralentis, les ultra ralentis. Les explosions avec du FX, en veux-tu en voilà, où il y a la balle, on voit la balle qui tourbillonne en gros plan, qui rentre dans un arbre, qui explose, et on voit les petits copeaux de bois qui partent de partout, et machin, et la balle qui frôle l'épaule, et on voit la traînée de sang, enfin bref, ça n'en finit plus. Alors que c'est une scène d'action, et du coup la scène d'action elle dure 1 plombe et demie, et limite on s'emmerde. Enfin, oh non, tu veux pas parce que ça. c'est beaucoup trop détaillé. Oui, mais je trouve que ça n'allait pas dans Sherlock Holmes. Voilà, ça va très bien dans certains films, dans certains autres films. On aime ou pas Zack Snyder, ça va bien, il a son style, mais pour moi, ça n'allait pas là. Enfin, ça n'avait rien à faire là-dedans, quoi. Voilà. C'est pas ce que tu attendais pour un Sherlock Holmes. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est que Sherlock Holmes, pour moi, n'est pas ça. Pour toi, n'est pas ce côté. Après, c'est une réadaptation. Encore une fois, il faut dire que chacun l'a pris comme il avait envie de le prendre. Donc, moi personnellement, ces scènes-là, je les ai juste adorées. J'ai trouvé ça génial. Et moi, je sais que c'est pareil. Ça m'a dérangé parce que ça faisait rentrer des choses typiquement assez modernes, de cinéma moderne, dans quelque chose qui se voulait normalement être ancré dans le 19e.
Oui, non, je suis d'accord. Mais après, c'est quand même Et une... c'était assez étrange, quoi, quand même. Entre autres aussi le fait que comment Sherlock se batte comme Barbie gymnaste, je trouvais ça un petit peu étrange aussi, quoi. Alors il y a ça aussi, justement le côté kung-fu. Alors bien que dans les romans il fait du baritsu, qui est un art martial japonais. Donc ça, Conan Doyle l'a mis quand même dans ses romans. Mais enfin, je pense pas que ce soit non plus l'équivalent de Bruce Lee, alors que dans les films, oui, là c'est pareil, ça m'a gêné. Ouais, mais c'est pas Sherlock Holmes. C'est pas Sherlock Holmes. Tu mets ça dans un James Bond, ok, pas de souci. Mais dans un Sherlock Holmes, moi je suis désolé, ça passe pas. Le film, j'ai trouvé un peu trop bavard aussi à certains moments. Les méchants, donc comme je disais, c'est un peu fade. Pas assez de relief au niveau des méchants. Ils auraient pu avoir beaucoup plus de charisme pour contrecarrer justement l'équipe de choc Sherlock Watson. Et puis les éléments d'enquête des fois arrivent un peu trop comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que par exemple dans le début du 2, on a tout de suite mais dans les 3 premières minutes du film, on a les meurtres qui se sont passés en Inde, en Chine, etc. On les voit en 2 secondes et demie. Et on voit tout le déroulement toute l'enquête de Sherlock Holmes qu'il a déjà faite. Et du coup, on a un petit peu du mal à comprendre après et à le relier avec tout le film, en fait. Et il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent. Et d'un coup, il trouve un indice, il trouve des trucs, il trouve des liens sans qu'on voit la réflexion. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça arrive, on a des infos, mais direct, et pouf, C'est pas genre le cas à chaque fois. Enfin, dans tous les Sherlock Holmes. Non, il y a de la recherche. Enfin, il y a où au moins on le voit réfléchir. Enfin, tu vois, on comprend un petit peu pourquoi il a vu ça et qu'il l'a relié à telle et telle chose. Là, il y a des fois, on n'a même pas d'explication. Ça arrive, pof, tiens, un fact, travail, et pouf, hein. Il nous mâche le travail. Il nous mâche trop le travail, voilà. Et du coup, ça fait un petit peu un côté trop Hollywood. Okay. Voilà, donc, je vous les conseille pour le côté divertissement, mais pour le côté vraiment Sherlock Holmes, moi je vous conseille beaucoup plus Mr. Holmes. Donc là, le film de Bill Condon, qui a quand même réalisé 2 volets de la saga Twilight, s'il vous plaît. Donc avec Ian McKellen, qui est sorti en 2016, donc l'année dernière. Et c'est l'adaptation, alors c'est pas l'adaptation d'un roman de Conan Doyle, attention, c'est l'adaptation d'un roman de Mitch Collin qui s'appelle Les Abeilles de Monsieur Holmes, qui a été publié en 2005, et qui raconte donc la vieillesse de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes qui a 93 ans, qui est dans une maison de campagne, on voit extrêmement peu Holmes, on le voit même de dos, je crois, enfin il n'apparaît absolument pas. Watson, pardon, excusez-moi. Oui, Watson. Oui, ça filme où on ne voit pas du tout le personnage principal. Ça filme pour aveugle. Et bon, donc c'est Watson qu'on ne voit quasiment pas. Et puis on a dans ce film, donc Maïdo l'a évoqué, où Holmes est vraiment vieillissant. Il a limite un Alzheimer. Il perd la mémoire, il est irritable, il ne se souvient plus, il s'énerve, il perd son flegme. Du coup, on a plusieurs niveaux de lecture dans ce film. On a un premier niveau de lecture au niveau de la solitude, c'est-à-dire que Holmes se retrouve seul. Même s'il a une gouvernante et avec son fils, mais il se retrouve quand même dans la solitude. Il y a un côté triste, sans être non plus que totalement pathétique, mais il y a un petit côté triste. Et puis, on a aussi l'étude du mythe de Sherlock Holmes, de la réflexion sur la réalité, la fiction. Sherlock Holmes, il y a beaucoup de gens qui pensaient encore, il y a quelques années, voire même, je pense que si on interroge les gens dans la rue, il y a des gens qui disent, mais oui, il a existé Sherlock Holmes, alors qu'il n'a absolument pas existé. Donc toutes ces histoires de vérité, de mensonge, avec ces pertes de mémoire, il sait plus si ce qu'il a vécu est vrai, si par rapport à cette dernière enquête qu'il doit mener, comment démêler le vrai du faux, et on le voit un peu patauger. Et là, pour le coup, les acteurs sont juste
géniaux. Enfin, Ian McKellen est absolument fabuleux dans ce rôle. Donc, c'est Ian McKellen, hein, parce que... c'est Sir Ian McKellen. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis ça montre un petit peu la légende qui a mis un pied à terre, un genou à terre, et du coup c'est attendrissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est attendrissant. Alors le film est un peu lent. Très très lent, je me suis endormie devant. Je suis désolée, je n'ai pas pu le finir. Alors, on est d'accord, complètement endormie devant. Non, mais on est totalement dans l'opposé des deux films de Guy Ritchie. Ça, on est bien d'accord. Mais du coup, voilà. C'est un gros morceau, hein. Mais pour toi, c'est un gros morceau. Pour toi, c'est un gros morceau, mais c'est bon. Ça représente bien Sherlock Holmes, quoi. Moi, ça représente Sherlock Holmes, c'est effectivement Sherlock Holmes vieillissant, et puis voilà, quoi, une légende qui n'est pas éternelle. Et ça, du coup, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, c'est pareil, c'est pas vraiment un policier. Il y a un petit peu de l'enquête, mais on est vraiment sur le personnage de Sherlock Holmes. C'est ça qui m'a dérangé, je pense, parce qu'on est que sur le personnage, sur sa psychologie. On passe 2 heures à essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et au final, on n'a plus le côté enquête de Sherlock Holmes. Je trouve que c'est devenu quelque chose d'extrêmement sous-jacent à son Alzheimer, à sa difficulté on a le côté humain. de machin. Oui, on a le côté humain. Alors que Sherlock Holmes avant, serait plus... C'est une machine. Ouais, mais voilà, justement. Voilà, c'est ça que moi j'apprécie dans ce film, c'est qu'on ne voit plus Sherlock Holmes comme une machine à penser, une machine à résoudre des enquêtes en 2-2, mais qui sait pas que la Terre tourne, enfin que le Soleil tourne. Non, c'est l'inverse, c'est quoi? Non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La Terre est plate, rappelle-toi. Oui, c'est ça, que la Terre est plate. Rappelez-moi que je suis platiste. Donc voilà, ça reste quand même le côté vraiment humain et vraiment attachant de Sherlock Holmes. Voilà, donc pour moi, alors j'aime beaucoup les deux films de Guy Ritchie, mais j'ai une petite préférence pour Mr. Holmes. Voilà, donc ça c'était pour les 3 films qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On va passer maintenant à... Et là, je prends une grande respiration parce que déjà, c'est Didi qui va parler. Et en plus, il va parler de ma série préférée, Sherlock. Donc, Didi, nous t'écoutons religieusement. Oh oui. Ça te va bien d'être une religieuse. J'ai toujours eu des éclairs de génie. Sortons d'ici, McDo. Quand je fais un Paris-Brest. On a pas de filtre. On est trop loin dans la émission là. C'est ça. 4e émission, ça y est, petite croix. croix. À nos moutons. On parle de Sherlock et évidemment, on va vous parler de l'émission Sherlock, enfin de la série plutôt Sherlock, qui est diffusée donc sur la BBC en Angleterre. Pour une fois que les Anglais font quelque chose de bien, fallait quand même le noter. Voilà. Alors, excuse-moi, je t'interromps juste 2 secondes. J'ai oublié de dire au début le pourquoi du thème d'aujourd'hui. C'est que, tout simplement, à l'heure où je vous parle, le dernier épisode de Sherlock a été diffusé sur France 4. Ouais. Donc c'est pour ça, d'où pourquoi la thématique de Sherlock Holmes. Voilà. Ah, oui, moi je les avais suivis en Angleterre. Donc... Moi aussi. Donc, enfin en anglais aussi, donc bon, bref. Donc bref, la série a commencé à être diffusée il y a fort longtemps, en 2010. Voilà, donc c'était le 25 juillet 2010. Donc on n'a pas cette impression-là, mais finalement ça remonte quand même. Et oui. Voilà. Et donc la série fait à chaque saison 3 épisodes. Voilà, c'est régulier, les Anglais aiment bien les traditions, c'est respecté. Et donc, hormis la première saison, donc qui a été diffusée donc au milieu de l'été, toutes les autres ont été diffusées un 1er janvier. Voilà, ça permet aux Anglais de se remettre donc du repas familial avec le Christmas pudding. On les comprend. Donc, tous les 2 ans, là aussi c'est très régulier. La 2e saison a été diffusée en 2012, la 3e saison a été diffusée en 2014. Il y a eu que pour la 4e saison, il y a eu un petit hiatus, comme on appelle ça. Donc ils ont juste donné un épisode spécial qui s'appelait The Abominable Bride. En anglais dans le texte. Donc qui a été diffusé donc le 1er janvier 2016, alors que la 4e saison n'a été jetée en pâture aux fans que donc cette année, le 1er janvier 2017. Ah oui, je sais. Ça vous a rendu triste. Oui.
Donc, que vous dire de cette fameuse série? Oui, Elia, on sait. J'ai essayé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, en fait, donc la série a été écrite et réalisée par deux hommes qui sont déjà un petit peu connus dans le monde des séries, à savoir Gatiss et Moffat, qui ont déjà produit et réalisé donc Doctor Who, la nouvelle version. Oui. Parce qu'il y en avait avant aussi, quand même. Il faut le savoir. À partir de 2005, Doctor Who. Ou même avant. Non, c'est la version 2005. Oui, leur version 2005. Voilà, mais c'est ça. Le avant, reboot. je crois que ça remonte à Ah bah ça a plus de 50 ans. 1960 Ça a plus de ou, 50 ans. C'est un truc, enfin bon. Si vous voulez avoir très très mal et une crise d'épilepsie d'ailleurs, regardez-les. Donc déjà dans cette série, en fait, Doctor Who, on retrouve un petit peu ce qu'on va retrouver dans Sherlock, un style très très énergique, même, enfin, le personnage principal est à la limite de l'hystérie, voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans Sherlock. Le personnage s'y prête bien aussi. On retrouve aussi donc des constructions très alambiquées en fait. Beaucoup d'épisodes sont juste des prétextes en fait. Le scénario en lui-même est très simple, mais on va amener par un biais en fait le spectateur à se faire balader un petit peu à droite, à gauche, etc. C'est vraiment, ça tient du tour de prestidigitation presque en fait. On se fait vraiment balader, puis on regarde la Belle Rouge, hop 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 hop, où est la Dame de Pique, et hop voilà à la fin, ah c'était ça. Voilà, il y a certains épisodes qui laissent un petit goût de « Ah, je me suis bien fait bananer », d'ailleurs. Et aussi, on retrouve beaucoup, en fait, ce qui fait leur style et ce qui est pas mal apprécié. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand même. En fait, c'est une certaine recherche dans l'esthétique aussi des images. Je sais que dans Sherlock, ils ont fait énormément de plans, par exemple, sur Londres. Il y a vraiment des plans magnifiques, en fait, où juste, voilà, tu regardes la photographie, t'es là, c'est beau. Voilà. Parce que Londres, c'est joli. C'est joli. Aussi. Voilà. Et après, évidemment, la série a quand même révélé quelques petites stars, des gens peu connus, comme, voilà, à l'heure actuelle, Benedict Cumberbatch. Inconnu, je vois pas qui c'est. Ainsi que Martin Freeman, donc deux acteurs qu'on a retrouvés après dans des toutes petites productions, voilà, Bilbo, une histoire de petit personnage. Oui, c'est vrai, Oui, ils avaient l'air rigolos. C'est pas Blanche-Neige et les 7 nains ou un truc comme ça? Non, pas loin. Un remake. Un remake, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Voilà, qui s'appelle donc The Hobbit. Je m'en vais. Je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Je suis aussi membre du Front de Libération de Tolkien. D'accord, ouais, j'espère. Voilà, donc, enfin bref, donc des acteurs très très connus qui sont devenus très très connus et dont ces rôles-là, en fait, ont vraiment servi donc de révélateurs. Voilà, c'est vraiment ça qui les a lancés. On retrouve aussi d'autres acteurs qui vraiment crèvent l'écran, dont petite mention pour Andrew Scott qui joue Moriarty. Ah, Moriarty, oui. absolument phénoménal. Je veux dire, le mec, tu le vois et tu doutes à aucun moment qu'il colloue à plusieurs à l'intérieur, quoi. Voilà. Et, enfin, c'est pas surjoué. C'est super bien interprété. C'est le seul que j'ai vu jusqu'à présent bien jouer la folie. Ouais. C'est peut-être, un point de vue personnel, mais voilà. Ouais, le côté psychopathe et... Ouais, voilà. Mais justement, sans trop en faire. Mhm. Et, Voilà un Moriarty qui a du... il m'a épaté. Il a du poids. Vraiment, il m'a Ouais, épaté, ouais, quoi. non. Malheureusement, on l'a pas vu dans beaucoup d'épisodes, mais... Il est dans la saison 1? Oui, il est déjà Oui, dans la apparaît à la saison fin de la 1. saison. Il apparaît, ouais. Le dernier épisode Donc, dans la c'est exact. piscine. C'est exact, je l'ai vu. de la piscine. Pardon, excusez-moi. Son petit pull marine, bien évidemment. Petit moment musical, je suis obligé. Voilà. C'est Lily. La voix. Donc, la première saison commence avec juste des adaptations, en fait, de nouvelles de Conan Doyle. Il faut noter qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours très très bien adapté au monde moderne. Il prend vraiment les éléments essentiels de la nouvelle et il les adapte vraiment à une sauce moderne, tout à fait bien faite. C'est bien amené, c'est quand même très bien réfléchi. Et ça explose surtout dans la deuxième saison, où alors là, vraiment au niveau adaptation, arrêtez-vous 2 secondes, si vous ne voyez qu'un épisode, c'est tout de suite Le Chien de Baskerville, voilà, qui est vraiment bluffant. C'est génial. Moi, il m'a bluffé, en fait, au niveau de l'adaptation, vraiment...
on retrouve toutes les scènes principales sans le côté... oui, on perd un peu le côté fantastique, mais il y a quand même, c'est remplacé par autre chose qui est moderne et super bien adapté. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Pardon. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment bluffant, c'est super bien fait. Et même, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié également dans la 2e saison, c'est l'apparition de Irène, la fameuse Irène, voilà. Donc déjà, au-delà du fait que... Elle est bonne. Pardon, excusez-moi. C'était ma minute hormonale. Excusez-le. Voilà, mais au-delà de ça, je veux dire, là aussi, elle est hyper bien interprétée. L'actrice, dont j'ai mangé le nom, je suis désolé, est vraiment phénoménale. Elle joue super bien. Mais au-delà de ça, en fait, elle est vraiment bien... elle est bien intégrée dans la série, à tel point que, il y a un moment où tout l'épisode, en fait, joue sur l'ambiguïté qui pourrait y avoir quelque chose entre elle et Sherlock. Et on y croit, en fait, parce que là, justement, en face de lui, il a quelqu'un qui pourrait le challenger, en fait, au niveau intellectuel. Et voilà, c'est vraiment bien amené. Bref, vous l'aurez compris, j'aime cette série. On est deux. Voilà, même si j'ai trouvé que la 3e saison se perdait un petit peu, en fait, justement, on attaque les points négatifs. À partir de la 3e saison, moi, ce que j'apprécie, en fait, dans les 2 premières saisons, c'est que justement, il y avait une bonne balance, malgré le fait que, ça tourne énormément autour de Sherlock, donc de Sherlock Holmes. Watson avait, pour une fois, pas un rôle de poireau, en fait. Il était vraiment là, il servait à quelque chose. Il avait un rôle qui était vraiment pertinent et qui était justement de le ramener, en fait, sur Terre. La réalité est là, voilà. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on perdait complètement dans la 3e saison. Il y a un but à tout ça, que je ne peux pas révéler pour faute de spoiler. Attention. No spoilers. Oui, voilà. Mais par contre, en fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup, en fait, dans la 3e saison. Et beaucoup dans la 4e également, en fait. Je trouve que ça perd un petit peu en qualité d'écriture. On part plus vers quelque chose encore plus hystérique, de plus en plus, et on est fan ou on l'est pas. Mais ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que ce rythme de 3 épisodes tous les 2 ans, ça crée des attentes. Vraiment. Et maintenant que la série est vraiment bien installée, qu'on s'est mangé quand même des saisons absolument délicieuses, etc., c'est très difficile de tout le temps combler les gens, quoi, en fait. C'est impossible, hein, faut pas se mentir. Et en même temps, moi, dans la 3e et 4e saison, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement la relation humaine entre Sherlock et Watson, et qui était excellemment bien traitée au niveau de l'amitié. C'est juste... Waouh. Il y a aussi à noter qu'on introduit donc le personnage de Madame Watson. Et j'ai trouvé intéressant que ce ne soit pas juste une potiche. Comme ça, à la base, le personnage de Madame Watson, elle décore, quoi. C'est vraiment de la tapisserie. Et là, par contre, elle est vraiment hyper présente. Elle est partie prenante des 2 dernières saisons. Et vraiment, c'est ça qui est agréable. C'est que, mais même, j'ai envie de dire, tous les personnages féminins de la série sont pas là pour faire du point de croix. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, en fait. Et à savoir que Monsieur et Madame Watson sont mariés dans la vie. Je ne savais pas. Et oui, ils sont mariés vraiment, ils sont vraiment ensemble dans la vie, donc c'est... Voilà. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, et donc c'est mignon aussi. C'est l'inception un petit peu. Il y a de ça. Avant ou après? Oula. Elle est là, la question. C'est leur vie privée. Exact. Alors là, fout la poule. Enfin, voilà, et donc petite note, alors voyez-le comme un point positif ou négatif, ça dépend de vos attentes. En fait, la série joue énormément sur l'aspect très british. Il y a vraiment un humour qui est typiquement anglais. Moi justement, j'ai commencé à la regarder quand j'étais en Angleterre. Les gens autour de moi, mais se marraient comme des tordus, ils se pissaient dessus, littéralement, quasiment. Et non, je n'en dirai pas plus. Mais enfin, quoi qu'il arrive, vraiment, c'est vraiment un humour très anglais. Moi, j'apprécie énormément et j'ai vraiment beaucoup apprécié la série pour ça. Et les Anglais, évidemment, sont très fans. Donc voilà, c'est très appréciable. Après, par contre, c'est vrai que si on n'aime pas ce type d'humour-là,
on va rester hermétique à pas mal de choses dans la série, quoi. C'est ce qui m'est Voilà. arrivé. C'est ce Et qui m'est totalement ouais. arrivé. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer Ça pour dedans. toi, Lia. Ah non, mais je sais. Efficace. T'inquiète. Ah non, Tac. mais j'ai regardé toute la saison 1, hein. Mais impossible de rentrer dedans. Impossible. Faut accrocher à Je- l'esprit anglais. Ah oui, non, mais c'est... Si Mais moi, t'accroches pas, je comprends qu'on ah ouais, puisse moi pas aimer, j'ai hein, fait, bien j'ai fait, évidemment. mais j'ai fait un blocage total. Ça a juste été chiant. Je suis désolée. Je n'ai rien. Du coup, comme j'étais complètement hermétique, je n'ai rien réussi à trouver d'intéressant. À part le jeu de Sherlock, parce que bah, c'est le personnage, enfin l'acteur que j'aime énormément. Mais vraiment, après, je sais très bien que c'est purement psychologique, que j'ai juste fait un blocage. Hein. Mais Après, le danger mais voilà. aussi, c'est quand on arrive après la guerre, et surtout là, donc après quand même le gros succès de la série, c'est que tout le monde t'a vendu ça comme quelque chose d'absolument génial. Ça fait comme n'importe quel film qu'on va voir genre 3 semaines après, Oui. tout le monde t'a dit ah tu vas voir, c'est trop génial, c'est trop génial. Et en général, Finalement, ça c'est te saoule. oui. Oui, non, mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a de ça aussi, Mm. parce que bon, le doc me l'a bien vendu. Donc j'ai essayé, je Tout ça, promets, c'est hein. sa faute. C'est de sa Je faute. suis fan, j'y peux rien, merde. Merci Didi. Avec C'était un plaisir. C'était tout Bon. pour toi, Doc. c'est Alors ça. Lia, puisque tu n'as pas aimé Sherlock, Et non. honte à Et toi. non. Honte à moi. Bouh. Honte à toi, mais tu vas peut-être essayer de nous faire aimer Elementary. Je pense pas réussir. On va essayer. Allez, tu nous en parles, c'est parti. Donc il y a Elementary. Elementary, quelle série? Bah, Elementary. Non, mais c'est ça. Alors, je vous déteste. Comment voulez-vous que je parle là? Alors, j'ai intitulé cette rubrique NCIS plus Sherlock Holmes égale Elementary. On peut s'arrêter là. Hein. Alors, Tout est dit. pourquoi j'assume complètement ce titre? J'aime beaucoup la série, hein, attention. Je l'assume totalement parce que j'aime beaucoup NCIS. Alors, ce n'est pas du tout une série qui se veut fidèle à Sherlock Holmes. Ce n'est pas du tout fait pour. Non, c'est pas le but. Dès le départ, on sait que le synopsis, hein, je vais vous le dire tout de suite, même si je sais que Maïdo en a parlé, comme tout le monde un peu a abordé l'idée. Donc, Sherlock Holmes déménage à New York pour une cure de désintoxication à la demande de son père. À la sortie de sa cure, il est contraint, toujours à la demande de son père, de cohabiter avec le docteur John Watson. Et donc, John Watson se retrouve contrainte à suivre son patient Sherlock Holmes sur toutes ses enquêtes, car il connaissait en fait le commissaire de là-bas. Enfin bref, apparemment ils se connaissaient d'avant, donc ils se sont rappelés parce qu'il est revenu. Donc allez viens, allez viens copain, aide-nous avec tes capacités de déduction et d'observation. Donc Et ta cocaïne. et ta cocaïne. Et non, parce que il ne se drogue plus. Cure de désintoxication, on l'a dit, attention. Hérésie. Et oui. Alors c'est en ça que cet Elementary n'a rien à voir avec Sherlock Holmes. Ça ne se veut pas être une réadaptation, c'est une appropriation du personnage, mais ça n'a. Ils s'en sont inspirés, quoi. C'est ça, c'est vraiment ils s'en sont inspirés, mais finalement le Sherlock Holmes n'est pas le Sherlock Holmes de Conan Doyle. Enfin ou sinon ça serait vraiment. Enfin, tout repris, ça serait la suite. Il est plus du tout drogué, hein, mais plus du tout. Il est toujours apiculteur, avec toujours ses ruches sur le toit. Ça, par contre, ça en reste. Ça fait même une monnaie d'échange dans un des épisodes de la première saison. C'est dire comme c'est important. Hein. Il est toujours violoniste, même si c'est ultra anecdotique. Je crois qu'on le voit dans 2 épisodes. Mais attention, c'est toujours là. Et le 21 Baker Street apparaît aussi dans la saison 2. 221. 221, pardon, il y a 2 Baker chiffres. Street. B, Baker Street. Oh là 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 là. J'ai lu vite, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc finalement, ce sera les seuls points qu'on retrouve de Sherlock Holmes. Et bien entendu, sa capacité de déduction, sa capacité à faire des liens entre des choses qui peuvent nous paraître complètement absurdes, mais le mec s'en sort, c'est ok. Respect.
Pour Watson, c'est pareil, on retrouve que le nom de famille uniquement. Change de sexe, tout ça, enfin tout va bien. Le fait qu'elle pratique la médecine, ça a eu une connotation complètement différente puisque c'est pas pendant la guerre, elle était juste chirurgien. Elle s'est arrêtée parce qu'elle a perdu un patient, pas parce que c'est la fin de la guerre et qu'il est blessé. Donc c'est vraiment, le traumatisme est totalement différent entre les deux personnages, enfin la rupture par rapport à la médecine est vraiment très différente, mais il y en a une. Et alors le personnage de Moriarty, je n'en parlerai même pas. Ça n'a rien à voir, à part qu'il est nommé une fois comme étant l'ennemi juré depuis toujours de Sherlock Holmes. Il n'a rien à voir avec tout ce qui a pu avoir été écrit sur ce Moriarty. Et pour dire, il est vraiment anecdotique comme tout le reste, parce qu'il apparaît sur 3 épisodes, sur les 3 derniers épisodes de la saison 1, et sur 2 épisodes de la saison 2. Alors je crois qu'il prend un peu plus d'importance dans les dernières saisons. Non, c'est son père qui prend l'importance dans les dernières saisons, c'est Moran Holmes, son père pounet, où il va rentrer en conflit, machin... Apparemment ça pue du caca, mais bon. J'en suis pas encore là, ok. Donc c'est une série qui ne se veut pas du tout réadaptation. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que si vous voulez aller voir Elementary comme une réadaptation de Sherlock Holmes, c'est sûr et certain vous serez déçus. C'est nécessaire. C'est voilà. Par contre, si vous voulez une réappropriation du personnage, une façon complètement différente, transposée de ce personnage, là oui. Parce que ceux qui ont fait cette série, je n'ai pas les noms, ont vraiment récupéré les principes fondamentaux de Sherlock Holmes, sa capacité de déduction, son antipathie, son manque un peu de respect presque des forces de l'ordre, de tout ce que vous voulez. Ça reste là, c'est toujours là. Mais bon, c'est américanisé au possible, Alors qu'est-ce qui va le différencier d'une série comme Monk ou d'une série comme le Mentaliste, par exemple? Bah, ça s'appelle Sherlock Holmes. Oui. Non, après, il y a quand même... Non, Non. il y a quand même la façon dont cogite le personnage de Sherlock Holmes, qui est joué par Johnny Lee Miller, fonctionne comme étant un Sherlock Holmes. On reconnaît la façon de... Le mec se tient toujours très droit, toujours bien habillé, toujours propre sur lui. Comme même Simon Baker. Comme Simon Baker dans le Mentaliste. Oui, non, mais lui c'est... Ouais, ou comme Monk, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils sont tarés dans leur tête, ok? Comme Monk. Pardon, hein, mais... Oui, non, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai envie de dire, je ne peux même pas te dire qu'il n'y a pas de différence parce que c'est juste un autre personnage, finalement. C'est juste une nouvelle série. Avec des enquêtes, avec un personnage récurrent comme très très intuitif, très Sherlock, quoi. Mais c'est vrai que c'est une série de divertissement, c'est une série, il y a 24 épisodes par saison, c'est énorme, 24 épisodes, faut se les manger, hein, j'ai essayé. J'en suis à la saison 3, mais Courage. merci. Non, mais tu vois, là-dessus, je suis pas d'accord, parce que je les regarde vraiment avec plaisir, mais pas dans le sens où je me pose sur mon canapé, je ne fais que ça, à lumière éteinte et tout va. Ça, je le déconseille, ce n'est pas une série qui se regarde, qui s'analyse. C'est une série qui se laisse porter. C'est comme les films finalement de Robert. De Guy Ritchie. Voilà. Oui, de Guy Ritchie. Et si je peux me permettre justement, en fait, c'est que au-delà de ça, enfin moi je sais personnellement ce qui m'a rebuté. Au-delà, je peux très bien supporter le fait qu'il s'inspire plus ou moins librement en fait du personnage de Sherlock, quoi que ce soit. Mais après, le seul truc qui m'a vraiment rebuté, c'est que c'est une série entièrement policière. Je n'accroche pas du tout à ce genre de format-là. Oui, je comprends. Enfin, voilà, c'est une enquête, une saison. Enfin, une enquête sur un épisode. Ouais. Et voilà, à chaque fois, il y a quelqu'un qui se fait trucider. Enfin, c'est un peu... Oui, c'est ça. C'est vraiment une enquête. Moi, après, c'est vraiment quelque chose... J'ai pas énormément d'intérêt pour ce genre de truc. Donc, c'est juste ça. Mais c'est vrai qu'après, ouais, ça reste plutôt bien écrit. La relation entre les deux personnages moi est je la pas trouve mal, sublime parce qu'elle est bien faite, elle est bien pensée. Il faut le noter en fait pour une émission américaine, pardon. C'est assez révolutionnaire pour le noter. Les deux personnages principaux ne se flairent pas le derrière pour savoir s'ils vont se... C'est ça.
Il y a Faut jamais, conclure. il y a jamais d'ambiguïté amoureuse Voldemort entre Scully, les si vous deux. nous regardez. C'est ça. Ah non, mais Non, là, mais c'est ça, même c'est... Madame est servie, quoi. On en est là, quoi. Il aurait pu se le dire. Ah non, Enfin, non, bref. c'est... Finalement, la relation qu'ont June et Sherlock sont exactement la même que celle qui a pu être interprétée comme Sherlock et John. Que le fait que ce soit une femme n'influence pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi ils ont voulu faire une femme. Parce que finalement, il n'y a pas de... Ouais, mais ça change. de justice. je Mais ça trouve change, que je suis c'est- d'accord, c'est un ça changement change. agréable, C'est ça, c'est agréable, Interprété, c'est novateur, pourquoi pas. c'est voilà. Ouais. Et Ils auraient pu lui mettre un chien aussi. Le Ouais, fait c'est qu'elle ça. soit asiatique, en plus, je sais pas. Ouais, je trouve Lucy que Liu, ça Lucy Liu rajoute, qui est en plus, une c'est actrice, très bonne voilà, actrice, c'est une quoi. très bonne actrice. Pardon, excusez-moi, c'est pas Et moi. elle est bonne. Hein. C'est ça, elle a quand même 49 ans, hein. On dirait pas, mais... Mais ça n'empêche pas. On va se Excuse-moi. calmer. 49 ans, ces Asiatiques, ils sont vraiment trop de la chance. Mais sinon, enfin, moi, c'est une série que je conseille dans l'optique de divertissement simple. Vraiment, n'en demandez pas plus à cette série. Mais elle ça fait joue le bien travail, quoi, ouais. elle joue bien son rôle. Une bonne série de divertissement C'est dérivée ça. de Sherlock Holmes. C'est ça, c'est juste on un peut dérivé. résumer. C'est exactement ça, on va pas plus loin que ça. Et on D'accord. ne demande pas plus. Très bien, donc je ne la regarderai pas plus. Si tu vois, mais Non, je la regarderai non, mais par très bien. curiosité. Non, mais enfin, Par Moi, curiosité, j'accepte. parce que tu me donnes quand même envie de la voir, et ça, je te remercie. Mais voilà. mais encore une fois, n'en attends pas trop. Ça, C'est c'est ça. quelque chose, j'insiste dessus. Et tu peux regarder n'importe quel épisode, parce que comme le soulignait Didi, c'est des enquêtes policières. Donc, 28 ou 29, c'est du pareil au même. Après, le premier est cool. En fait, il y a 4 saisons. La première saison, c'est la rencontre Sherlock Holmes-June Watson. Donc, c'est la mise en place de leur relation. La saison 2, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Équilibre assez difficile parce qu'aussi elle a un caractère, ce n'est pas du tout le Poirot. Elle a un bon caractère. La saison 3, c'est June Watson est remplacée par Kitty. Kitty, pardon. Oui, j'ai encore une petite... Non. Donc Kitty, qui est une... À qui on dit bonjour, hello Kitty. Bonjour Kitty. Donc continuons. C'est une nouvelle apprentie de Sherlock qui trouve en Angleterre, qui est torturée, tout va bien. Et la saison 4, c'est la relation avec son père. Et la saison 5, on verra, la saison 6, on verra. On sait que c'est une série qui, comme NCIS, ça n'a pas de fin réelle, ça n'a pas de but. C'est un divertissement. Mais comme beaucoup de séries en 24 épisodes C'est par ça. saison, Mais c'est ça. c'est de la série fleuve, quoi. C'est ça. C'est diffusé par CBS, qui ont fait NCIS, qui ont fait Mentalist, qui ont les experts, qui ont Person of Interest, qui ont Voilà. toutes ces séries qui ne sont que des divertissements. Mhm. Et il faut accepter que, voilà, ça va pas plus loin. On accepte. Moi, j'aime beaucoup. Je vous conseille dans cette optique. Ne crachons pas dans la soupe. Tu as tout à fait raison, Billy. Merci Lia Avec plaisir. pour cette petite série. Donc passons à maintenant cette nouvelle rubrique, l'anecdote. Alors l'anecdote, c'est quoi? C'est tout simplement une petite justement anecdote que je vais vous expliquer, que je vais vous raconter sur le thème de l'émission, donc Sherlock Holmes. Avec un jeu de mots tellement... Tellement spirituel, tellement anglais finalement, Wow. tellement british. Non, je dis n'importe quoi, tellement français. Donc, Sherlock Holmes, eh ben, figurez-vous qu'on pouvait lui écrire jusqu'en 2002. Et oui, il était possible d'écrire à Sherlock Holmes au 221B Baker Street, parce qu'en fait c'était la société Abbey National qui répondait sous le nom de Sherlock aux lettres que les Holmésiens, parce que c'est comme ça qu'on appelle les aficionados de Sherlock Holmes. Qui habite à Aulnay aussi. Voilà, aussi. Merci pour cette Donc, intervention. Continuons. les gens qui voulaient écrire à Sherlock Holmes pouvaient le faire, et c'était le courrier était détourné en fait dès qu'on voyait de Sherlock Holmes 21B, hop, ça partait directement dans la société Abbey National, qui était une espèce d'association d'Holmésiens fidèles qui répondait donc au courrier apparemment jusqu'en 2002. Apparemment Qu'est-ce ça qui a s'est été passé ben, je ne sais pas, apparemment ils en ont eu marre, ils ont changé de programme, Ils ils ont ont sûrement quitté les locaux en fait. AB D'accord. National c'était une banque et le bâtiment qui
où logeait le 221 Baker Street leur appartenait, et en 2002, ils ont vendu les locaux, donc ils sont plus occupés. Voilà. C'est dommage. Ah, franchement, Voilà. c'est super triste. C'est un peu un côté comme quand les gamins écrivent au Père Noël et ça, ils ont une que c'est la réponse. poste qui répond, quoi. Ouais. Oh merde. J'ai oublié. Tu savais pas? Je suis désolé, Didi. Ah là 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 là. Ne faites pas écouter cette émission à vos enfants si vous en avez. Après coup, tu sais, dis-le après coup, c'est important. C'est comme les consignes à la fin de la page, tu sais. Ah, j'avais dit pas de spoilers pourtant. Zut. Voilà, donc la petite anecdote. Même lui il fait l'erreur. Oui, c'est la première. Passons tout de suite aux liens et ouvertures. Donc là maintenant, les petites choses en plus si vous voulez explorer un peu plus le fabuleux univers de Sherlock Holmes. Alors on a par exemple un livre qui s'appelle Les énigmes de Sherlock Holmes. Alors Maïdo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, Les énigmes de Sherlock Holmes, c'est un livre que j'ai vu dans une librairie il y a pas longtemps, et elle répertorie à chaque page une énigme écrite soi-disant par le Dr Watson. C'est lui l'écrivain du livre, on n'a pas le nom de l'auteur, et on doit nous-mêmes résoudre chaque énigme avec les réponses à la fin du livre. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment sympa de se mettre dans la peau de Sherlock le temps d'un instant. D'accord, donc c'est un livre d'énigmes de Sherlock Holmes. Ah, c'est bien ça. Ça change un peu des liens internet, donc voilà, vous pouvez le trouver sur toutes les bonnes boutiques de bouquins. Dans la rubrique bon bouquin à lire, il va y avoir aussi le fameux manga qui a été adapté de la série Sherlock. Il y a un manga qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Alors là c'est complètement adapté de la série de la BBC, Sherlock, avec Benedict Cumberbatch. Ça reprend exactement les mêmes enquêtes, mais du coup sous des traits de manga. C'est trop facile. Alors oui, on peut trouver l'exercice un peu facile. On aurait peut-être préféré des petites enquêtes un peu plus annexes ou voilà. Bon, c'est à lire. La main pour le moment et que ça se développera plus tard. C'est possible pour voir si ça prend au pays du soleil levant. Alors il y a également des jeux Sherlock Holmes détective conseil. Donc c'est des jeux d'enquête un peu comme d'habitude, jeu d'enquête, mais le Cluedo, bien sûr. Mais thème Sherlock Holmes, avec des énigmes qui sont basées sur les vraies histoires, les vraies nouvelles de Conan Doyle. Il y a le basique, qui s'appelle du coup Sherlock Holmes Détective Conseil. On a l'extension Les Meurtres dits, Queen's Park, Jack l'Éventreur et Carlton House, qui sont donc des extensions au jeu de base, qui rajoute de nouvelles énigmes, parce que finalement on en fait rapidement le tour, une fois qu'on a fait l'énigme, on a fait l'énigme, on va pas se mentir. Et alors ça, un autre jeu, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un jeu qui se base sur en fait, c'est un jeu qui est tourné en forme de livre, qui se base en fait sur les brouillons, voilà, de Conan Doyle, de nouvelles qu'il voulait écrire sur Sherlock Holmes, mais qu'il n'a pas fait pour X raisons, qui se base là-dessus, et en fait, c'est ces brouillons, et il faut retrouver le coupable parmi les brouillons, parmi les machins, et donc c'est basé sur des histoires non écrites, mais toujours par Conan Doyle, avec le premier livre, qui est donc les énigmes, la deuxième partie, les réponses, et un tome 2, entre guillemets, qui raconte l'histoire de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, qui est plus une biographie, finalement, de ces deux-là. Je suis désolée, je n'ai plus les noms. Mais je vous fais confiance. On le trouvera, on le mettra dans les notes de l'émission, bien évidemment, voilà. Les notes qui accompagnent chaque épisode de Multifocus. Sinon, pour les fans invétérés, il reste toujours aussi, à Londres, le musée de Sherlock Holmes. Voilà, petite visite au cas où, si vous avez du temps et vous vous perdez un jour au bout de l'Eurostar. Voilà, le musée existe, il est assez sympa, il est un petit peu petit, donc
Enfin, voilà, faut Tu vraiment l'as être fait, toi, fan. personnellement Faut vraiment être fan. J'ai pas eu le temps. Moi, je l'ai fait il y a Ouais. quelques années. Alors, je vous parle de ça il y a à peu près un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, mais je pense que ça doit être sensiblement le Oui, même. il a pas C'est dû sur, beaucoup évoluer, c'est sur ouais. 2-3 étages. Alors, c'est pas au 221B Baker Street, bien évidemment, pas mais réussi, c'est pas ouais. si loin que ça, finalement. Ouais. On peut aller le voir en 5 minutes à pied. Mais du coup, le musée est vachement intéressant. Et moi, maintenant que je me suis beaucoup plus intéressé au personnage de Sherlock Holmes entre-temps, et que je connais beaucoup mieux le personnage de Sherlock Holmes, j'aimerais bien le refaire parce que c'est vrai qu'il y avait des choses, des éléments de différentes enquêtes, des éléments emblématiques un petit peu dans les romans qui sont exposés et qui sont liés. Alors le musée, quand on connaît pas du tout Sherlock Holmes, ça reste quand même intéressant parce qu'on nous raconte l'histoire, on nous fait découvrir aussi Sherlock Holmes. Mais je pense que pour les fans et pour les gens qui connaissent, du coup ça apporte encore plus et ça apporte du réalisme, même si on sait très bien qu'il n'a jamais existé, etc. Mais on se dit ah non mais et si quoi, et on se laisse penser et si il avait vraiment existé finalement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est notamment dans ce musée que j'ai découvert chose que je ne savais pas parce qu'à l'époque j'avais pas lu forcément les bouquins. Que Sherlock Holmes se droguait beaucoup, beaucoup avec des dosages particuliers pour doper son esprit. Et d'ailleurs dans les romans c'est écrit noir sur blanc. Enfin voilà, il y a notamment dans le Signe des Quatre, les 3 premières lignes c'est il se fait un fixe quoi. Enfin donc c'est clairement dit. Et du coup là on voit des seringues, on voit justement tout son dosage etc. écrit à la main dans le musée. Donc c'est assez vraiment intéressant. Donc je sais pas s'il a évolué, mais en tout cas, le musée est super intéressant. Voilà. Cool. Ça donne envie d'y aller. Voilà. On ira faire un petit tour en Eurostar. Youpi. On va s'organiser une excursion. On aurait dû faire ça pour préparer l'émission. Pourquoi pas. On en refera une deuxième l'année Ouais, prochaine. voilà, Allez, c'est tout. quand Sherlock Holmes 3 sera sorti avec C'est Guy ça. Alors, on va passer à notre partie autopromotion. Monsieur Maïdo, puisque la dernière réseaux sociaux. Eh oui. On est sur l'internet. Waouh, Alors, vous pouvez waouh. déjà nous retrouver sur notre site, bien évidemment, multifocus.fr. .fr. On a maintenant un YouTube depuis quelques émissions déjà pour pouvoir voir nos vidéos. Donc on tape Multifocus le podcast sur YouTube. Attention, c'est pas des vidéos de nous. Hein. Non, c'est l'enregistrement plus accessible pour une plateforme plus accessible YouTube. Vous ne verrez jamais nos têtes. Si tu verras. Vous voulez une pique? Et on a donc maintenant un tout nouveau Facebook, Multifocus-le podcast, un Twitter, Multifocus Pod, et un Instagram, où on postera quelques photos, quelques informations, quelques actualités concernant l'émission. Multifocus, le podcast, tout simplement. Voilà. Parfait. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des étoiles, des pouces bleus, des likes, des soleils, des lunes, des ce que vous voulez, pour nous montrer que déjà, vous écoutez notre émission et qu'elle vous plaît, en plus. Si vous voulez réagir aussi, n'hésitez pas sur toutes les plateformes, ça nous fera plaisir et on fera en sorte de vous répondre le plus rapidement et le plus précisément possible, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas aussi de nous noter sur vos applis de podcast, comme Podcast Addict par exemple. Je ferai un petit article d'ailleurs sur le Facebook pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas les podcasts et savoir comment on peut s'abonner, etc. Sur iTunes aussi, qui va s'appeler Apple Podcast, je crois, dans quelques jours, qui ne s'appellera plus iTunes Podcast, figurez-vous. Donc là, n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires, à nous mettre des étoiles pour nous faire remonter dans les tops. Et voilà. Donc on attend toutes vos réactions à cette émission et aux autres également. Et on vous fait un petit teaser de l'émission prochaine, de l'émission numéro 5, dans un mois. Dans un mois, il va falloir bien s'accrocher, écouter l'émission toute lumière éteinte, vous mettre un léger bruit d'aspirateur en fond. Parce que personne ne vous entendra crier dans le podcast suivant, puisque nous ferons un podcast sur Alien.
Avec les lumières de l'ordi par en dessous, c'est waouh, ça marche trop bien. Voilà, puisque le prochain opus qui s'appelle Alien, je ne sais plus quoi, aidez-moi, le prochain Alien sort au mois de mai, début mai. Donc nous ferons bien évidemment la critique du dernier film, et puis nous reviendrons bien évidemment sur toute la saga Alien, les bonnes choses comme les mauvaises. Voilà. Eh ben on vous fait des gros bisous. On vous souhaite un bon mois de ciné et de télé. C'est Alien Covenant. Alien Covenant. Voilà pour le prochain Alien qui sort début mai. Et eh bien on vous dit à la prochaine émission. Portez-vous bien, dévorez bien des films et des séries et à très bientôt. N'hésitez pas à nous en conseiller. Ciao. Bisous à tous. Let's get it,